Bonjour à tous, avec un salut particulier à mes étudiants de l'ANSA. Nous allons présenter donc la deuxième partie du quatrième cours dédié à la création d'entreprises. Hmm. Nous avons vu lors de la précédente séance de cours les quatre premières étapes, à savoir l'entrepreneur lui-même, qui est le premier élément, qui est l'ingrédient gagnant. Donc c'est l'élément gagnant de la création d'entreprise. Le deuxième élément qui est l'idée, le business model, l'étude de marché. Et nous arrivons donc à l'étape numéro 5 qui est la fabrication du produit. Petit résumé donc de la dernière séance. Le premier élément, l'entrepreneur lui-même, les ressources dont il dispose et sa détermination. Donc l'entrepreneur lui-même, c'est sa personnalité, ses visions, ou plutôt sa vision, ses objectifs. Hmm. Ses ressources, donc ce qu'il sait et ce qu'il connaît, c'est-à-dire les différents parcours de formation dont il a bénéficié, les différentes connaissances, c'est-à-dire son réseau qui va l'accompagner tout le long des étapes de sa création d'entreprise ainsi qu'après son lancement effectif. Sa détermination, nous avons bien dit que tous les conseils du monde en entrepreneuriat ne vont pas suffire la personne sans sa détermination, sans son obstination à réaliser et donc réaliser son projet. L'idée, bien évidemment, l'idée c'est la clé de toute réussite. L'idée donc doit être pertinente, c'est-à-dire qu'on doit vérifier rapidement si elle est utile et en quoi est-elle utile. Donc la réponse à cette question nous permet de commencer à rédiger notre business model, c'est-à-dire notre proposition de valeur. Le business model nous permet de garder un fil rouge tout le long des autres étapes, donc des étapes futures, mais aussi c'est un document qui nous permet de présenter notre projet à des tiers et qui permet d'expliquer rapidement comment a-t-on l'intention de gagner de l'argent. L'étape suivante, c'est l'étude de marché. L'étude de marché nous permet d'ajuster le business model et elle nous permet également de calculer notre chiffre d'affaires. Nous allons y revenir dans les prochaines étapes. Aujourd'hui donc, on va commencer par l'étape suivante qui est la fabrication du produit. Évidemment, il n'y a pas de méthode universelle, c'est-à-dire que c'est à vous de voir si vous voulez fabriquer votre produit vous-même, si vous désirez le sous-traiter, prendre un partenaire, sous-traiter juste une partie ou autre. Donc ceci par rapport au retour que vous aurez récolté suite à votre enquête, c'est-à-dire des informations issues de l'étude de marché, des informations qui portent sur des indications sur la qualité du produit, sur les délais de livraison, sur les différents intrants, ainsi que des données bien sûr qui concernent vos capacités et les moyens dont vous disposez. Donc, conclusion, il n'y a pas de recette miracle. Le processus dépend de votre secteur, mais aussi et surtout des données de votre étude de marché. Une fois notre plan de fabrication tracé, passons au plan marketing. La définition du plan marketing signifie la définition tout d'abord du positionnement. Positionnement voulu par l'entrepreneur pour ses produits. Se positionner dans l'esprit du consommateur, se positionner dans sa tête, c'est-à-dire comment veut-on être perçu par le client? Produit entrée de gamme, produit haut de gamme, produit à la disposition de la classe moyenne. Quel type de positionnement? Produit de luxe, produit de santé, produit bio, produit plaisir. Quel type de produit? Quel type de positionnement? Le produit, c'est-à-dire quels sont les intrants.
qu'on va proposer dans le produit. Ça signifie aussi l'emballage, le packaging. Le prix, c'est-à-dire le prix qu'on va proposer. Quel type de tarification aussi? Le client va-t-il payer avant de consommer, après la consommation? Est-ce que c'est un type d'abonnement? Comment veut-on que le client paye? Il faudrait que ce soit clair. Est-ce que le prix proposé est proche du prix psychologique, c'est-à-dire que le prix euh, que le consommateur est prêt à payer pour le produit? Pour ce qui est de la communication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans notre campagne de communication? Déjà, quel type de communication? Publicité, mécénat, sponsoring, il y en a plusieurs. Quel est l'outil? Quel canal de distribution choisir? Va-t-on lancer des spots à la télé, à la radio, utiliser l'affichage urbain ou bien utiliser une publicité sur les réseaux sociaux? C'est important. Et la définition de ce type de communication, on va le voir après, dépend des résultats de notre étude de marché. La distribution aussi. Où va-t-on vendre notre produit? Au niveau des supermarchés, au niveau des showrooms, peut-être? De l'entreprise, regardez Blat a ses propres commerces, mais ça ne l'empêche pas de proposer ses produits dans les commerces habituels. Au niveau de la pharmacie, si c'est perçu comme un produit de santé, mais aussi notre politique de fidélisation. Est-ce que ce sera plutôt des promotions? Est-ce que ça sera des tombolas? Est-ce que ça sera des cartes avec, je ne sais pas, de acheter un offert, etc. Donc, on va essayer de définir dans cette étape tous ces éléments. Et pour pouvoir les définir, il nous faudra revenir donc vers les résultats issus de notre étude de marché, que ce soit documentaire, qualitative, mais surtout quantitative. C'est-à-dire quels sont les critères d'achat de nos consommateurs ou nos clients potentiels, quels sont leurs freins et motivations, le prix qu'ils sont prêts à payer pour ce produit, etc. Tout ceci va donc nous être utile pour définir tout d'abord le prix psychologique, the best price, aux yeux du consommateur, mais aussi qui nous permet de couvrir minimum nos coûts, notre prix de revient. De définir notre façon qui va nous permettre de communiquer avec les clients. Comment pourrions-nous bien communiquer avec les clients? Est-ce que dans notre spot publicitaire, par exemple, nous devons mettre des enfants contents de prendre leur goûter à l'école et une fois qu'ils sortent leur goûter de leur sac à dos, ben, tous leurs amis viennent pour essayer de voir ce que c'est, pour tenter de goûter. Et la maman qui est contente et satisfaite de donner quelque chose de sain et de consistant à son enfant au goûter. Doit-on proposer au contraire des jeunes sportifs? Enfin, tout ça, c'est relatif aux produits, et aux attentes, aux freins et motivations qu'on aura eu comme information de l'étude de marché. Les canaux de communication, bien évidemment, si notre cible, ce sont de jeunes mamans au foyer, peut-être que c'est de jeunes femmes qui suivent un feuilleton particulier à la télévision ou sur leur téléphone. Si c'est au niveau de la télé, donc il faut voir quel type de feuilleton eh bien, il est populaire au niveau de cette cible-là et essayer de faire en sorte que le spot publicitaire passe durant cette période pour que le consommateur visé puisse le voir, puisse être touché. Si au contraire, c'est des femmes qui vont au travail donc, et qui écoutent la radio le matin, donc il vaut mieux que le spot radio, cette fois-ci, passe durant cette heure-là, donc l'heure où les gens vont au travail et utilisent leur véhicule. Si plutôt ce sont des jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, donc c'est pas la peine d'utiliser la télé ou la radio puisque c'est des jeunes qui sont euh, donc pratiquement toute la journée sur leur smartphone ou sur leur PC, donc ils sont sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on doit mettre notre communication.
en utilisant les pop-up ou tout type de publicité, le sponsoring, etc., disponible sur ce type de médias. Mhm. La relation client qu'on veut mettre en place avec les consommateurs, la politique de fidélisation. Donc, je vous avais dit, est-ce que c'est plutôt bien des promotions? Est-ce que c'est plutôt des cartes de fidélité? Est-ce que c'est des tombolas? Est-ce que c'est des jeux? Est-ce que c'est une sorte de cadeau qu'on met un petit peu par hasard dans les produits? Les canaux de distribution, oui, ils sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'une fois tout l'argent qui est investi dans les différents points, c'est-à-dire politique, produit, prix, positionnement, communication. Donc tout ça, c'est de l'argent qu'on a investi pour mettre en place tout ça. Maintenant, si on propose le produit qui est recherché par notre cible, un prix qu'il accepte, qu'il est prêt à payer, une communication qui lui parle, qui le motive, qui enlève, qui supprime les freins. Et qu'au moment de l'acheter, donc on a tout fait pour pousser ce consommateur à sortir, à chercher notre client sur le point de vente, eh bien, s'il ne le trouve pas, il prendra forcément autre chose. Et là, on aura perdu. Donc tout ça, ça doit se suivre. Donc c'est extrêmement important. Cette partie, elle est particulièrement importante. Pourquoi? Imaginons qu'on prenne, eh bien, qu'on propose du lait infantile et que les mamans disent le produit infantile, nous le considérons comme un produit santé. Et pour moi, un produit santé, il est commercialisé au niveau de la pharmacie. Supposons, donc, les mamans achètent leur lait au niveau du pharmacien. Si j'ignore ce point-là, donc la maman, quand elle se déplace au niveau de la pharmacie et qu'elle ne trouve pas de lait, peut-être que le pharmacien va lui recommander un autre qui est disponible et du coup, eh bien, elle va acheter un autre produit et peut-être nous oublier complètement. Donc, il faut bien suivre les résultats de l'étude de marché et la suivre. Donc, proposer notre projet au niveau des pharmacies, certes le proposer aussi ailleurs sur les autres points de vente, c'est-à-dire les différents épiciers de quartier et la grande distribution, mais c'est primordial de suivre les résultats de l'étude de marché. Une fois le plan marketing établi, on passe à l'aspect juridique de notre entreprise et du statut de l'entrepreneur. L'étude juridique et sociale permet de déterminer 1. La forme et le statut juridique de l'entreprise. 2. Le statut social du dirigeant. La forme et le statut juridique de l'entreprise, on a plusieurs choix. SARL, EARL, société à responsabilité limitée, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, société anonyme, société par action, SPA et j'en passe. Donc le choix de la forme du statut juridique de l'entreprise permet de délimiter le niveau d'engagement. Donc, si on opte pour une société ou une entreprise à responsabilité limitée, donc on va limiter la responsabilité juridique de l'entrepreneur. Par exemple, en cas de faillite, l'entrepreneur ne s'engage que dans la limite de ce qui est inscrit dans le patrimoine de l'entreprise. L'huissier de justice ne pourra pas aller saisir les biens de l'entrepreneur en cas où l'argent ne suffirait pas pour régler ses dettes ou régler les dettes de l'entreprise. Deuxièmement, société ou entreprise dépend du nombre d'associés. Si l'entrepreneur est seul investisseur, s'il a des partenaires, s'il a des associés, combien sont ses associés? Tout ça est important pour délimiter le type du statut juridique de l'entreprise, mais aussi le secteur dans lequel il est actif. Certains secteurs sont plus favorables à certaines formes juridiques que d'autres. Donc, à lui d'étudier le secteur dans lequel il est actif et voir
quelle serait la forme juridique la plus intéressante pour son activité. Maintenant, pour ce qui est du statut social du dirigeant, voudrait-il avoir un salaire, une cotisation pour une retraite, par exemple? Ça, c'est important. Est-ce qu'il si il sera considéré comme salarié, donc il sera déclaré à la CNAS et fera des cotisations. On va maintenant vérifier si notre entreprise va gagner de l'argent, c'est-à-dire on va passer à l'étape validation financière. Là, ce qui est important, c'est que les recettes soient supérieures aux dépenses, c'est-à-dire ce qu'on gagne, ce qu'on fait rentrer comme argent soit supérieur de ce qu'on est en train de faire sortir de l'entreprise. Et en ce qui concerne ce point particulier, on a toutes les informations dans notre étude de marché, en particulier deux éléments importants qui sont le prix et le nombre de clients. Donc, on a prix fois nombre de clients nous donne le chiffre d'affaires et donc les recettes. Toutes les études effectuées par la suite, donc qui viennent suite à l'étude de marché, c'est-à-dire l'étude du processus de fabrication, la stratégie de fabrication. Vous avez le plan marketing. Donc tout ça permet de définir les dépenses. Par exemple, combien va nous coûter notre campagne de communication? Est-ce qu'on va nous-mêmes fabriquer, donc louer un hangar ou louer des bâtiments pour les usines? Est-ce qu'on va payer les honoraires d'un notaire ou bien d'un comptable? La masse salariale, c'est-à-dire combien de personnes devrions-nous recruter? Ça dépend quelle stratégie a-t-on opté en matière de fabrication. Donc, chiffre d'affaires moins dépenses nous éclaire sur notre situation financière, c'est-à-dire on sait si on a réalisé un bénéfice ou accusé une perte. Il est donc indispensable, vous le comprendrez, de réaliser les études citées pour savoir si notre entreprise va gagner de l'argent ou pas. Donc, suivez les étapes dans cet ordre-là et ça vous permettra justement de réaliser la validation financière de votre projet. Il va falloir maintenant définir comment financer ce projet. Eh bien oui, on a dressé la liste de tout ce qu'on va réaliser comme achat, comme investissement, comme dépense. Donc, théoriquement, nous avons les montants dont nous avons besoin pour lancer notre activité. Et justement, pour pouvoir apporter le financement nécessaire à la réalisation de ces achats et de ces investissements et ces différentes dépenses relatives à la communication, à la production, etc. Donc, nous avons besoin de ressources financières. Maintenant que nous avons le montant exact dont nous avons besoin, dont nous aurons besoin, donc il va falloir penser à la manière ou aux sources de financement. La première source sera bien évidemment la nôtre. Combien avons-nous d'argent dans notre poche? Est-ce que peut-être on a épargné de l'argent? Est-ce qu'on a reçu de l'argent de la part d'un parent? Peut-être que nous avons travaillé durant les vacances et mis de côté un petit peu d'argent. On a reçu un cadeau d'anniversaire. Qui sait? En tous les cas, on commence par compter nos sous, c'est-à-dire de combien on dispose réellement. Maintenant, si on nous sait bien l'argent nous manque encore, on va vers nos proches, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, si elles sont gentilles ou s'ils sont gentils. Les proches, c'est beaucoup plus facile en général de traiter avec eux. Ils vont pas donc nous demander être sévères par rapport au délai, par rapport aux différentes par rapport aux différents engagements. Après, on va voir les différents investisseurs. Différents investisseurs,
étrangers de nous, c'est-à-dire les personnes qu'on ne connaît pas forcément et qui seraient intéressées par investir dans notre entreprise, qui seraient séduits par notre idée projet. Ces investisseurs ou ces partenaires potentiels, eh bien, on peut les trouver grâce au crowdfunding. Et les emprunts bancaires, bien sûr, on les laisse en dernier. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas de l'argent gratuit. Là aussi, eh bien, ils demandent des intérêts en retour et c'est pour ça qu'on les laisse au dernier recours. Eh bien, maintenant, il est l'heure de communiquer sur notre projet avec nos partenaires. Partenaires, eh bien ceux qui sont cités dans notre business model initial. Ça peut être le banquier, même si c'est juste pour ouvrir un compte. C'est important de présenter notre projet car un compte entreprise eh bien, peut nous permettre de bénéficier de pas mal d'avantages. Des fournisseurs, des distributeurs, etc. Et pour justement permettre de présenter notre projet, eh bien, il y a un outil. Cet outil s'appelle le business plan. Vous me direz, oui madame, mais le business model, vous nous aviez dit que ça permet également de présenter le projet. Oui, mais le business model permet de présenter le projet dans les premiers moments de vie du projet. Regardez, on a quand même réalisé pas mal de choses depuis le business model. On l'a ajusté grâce à l'étude de marché, on a tracé notre stratégie de fabrication, notre plan marketing, on a décidé du plan ou de l'aspect juridique, ainsi que le plan de financement. Donc, depuis, on a fait du chemin. Et en plus, le business plan, ce n'est pas qu'une grille de A4, hein. Donc, c'est un petit document qu'on va présenter. Le business plan, c'est donc 80% Word et 20% Excel. Des 80% permettent de présenter l'entrepreneur, son parcours, son idée projet, son entreprise, etc. On va le voir dans les prochains chapitres. 20% Excel permet de présenter le côté financier, prévision, de chiffre d'affaires. 3 points importants à se mettre bien dans la tête avant de commencer la rédaction ou d'entamer la rédaction du business plan. 1. Le lecteur ne vous connaît pas, donc il faudrait bien vous présenter. Le lecteur ne connaît pas votre projet, donc s'il vous plaît, argumentez et présentez la preuve de ce que vous avancez dans votre projet. Il est temps maintenant de donner vie à votre projet, c'est-à-dire entamer les formalités administratives. Les formalités administratives que je vais vous présenter concernent la réglementation algérienne. Okay. Donc, vous avez deux types de formalités différentes. La première concerne la création d'entreprise en personne physique et la seconde concerne la création d'entreprise en personne morale. Pour ce qui est de la création d'entreprise personne physique, il faut d'abord obtenir le contrat de bail, la preuve qu'on a un local pour la plupart des activités. N'oublions pas que l'État a donné quelques facilités pour certaines activités liées au numérique. Paiement du timbre fiscal, donc se présenter au fisc. Paiement des droits d'inscription au registre de commerce avant de procéder aux inscriptions même au niveau de ce registre, donc le Centre national du registre de commerce. Ensuite, procéder à une déclaration d'existence aux impôts pour donner vie à votre entreprise. Quand on répertorie votre entreprise et qu'on commence le calcul. Déclaration d'activité à la CASNOS, c'est la déclaration de vos employés que vous aurez recrutés et de vous-même si vous désirez être considéré comme salarié. Pour ce qui est de la création d'entreprise personne morale, je voudrais nuancer personne physique, par exemple, entreprise Nechal, personne morale, par exemple, entreprise Apple. Donc, on commence par la réservation de la dénomination. Vérifiez d'abord que le nom qu'on a choisi n'est pas déjà pris.
Ben, c'est pour ça que parfois on passe par des commerces, par des entreprises. Dans les noms, on se dit peut-être que c'est une erreur de frappe ou une erreur d'orthographe. On enlève un E par là, on le rajoute par là. Ah, eh ben non, ben c'est juste que cette dénomination a été déjà réservée et qu'on essaye d'effectuer juste de petits changements qui vont nous permettre de garder toujours la dénomination voulue sans pour autant piétiner sur une autre qui existe. On passe après au retrait de l'extrait de l'acte de naissance. Donc, proposer le statut de la société et le contrat de bail, toujours le contrat de bail. Ensuite, on procède à la publication du BOL, donc eh bien, déclarer à tout le monde que notre entreprise, sous la dénomination Apple ou autre, existe. Et bien sûr, c'est payant. Paiement du timbre fiscal, donc à partir donc de l'étape 5, on revient aux mêmes étapes que pour la création de l'entreprise personne morale. Vous voyez, donc c'est pratiquement les mêmes, seulement pour l'entreprise personne physique, on a quelques étapes en plus. Donc, paiement des droits d'inscription au niveau du Centre national du registre de commerce, inscription au registre de commerce, déclaration aux impôts et déclaration des employés de l'entreprise au niveau de la CASNOS. Donc, voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à refaire hein, s'il y en a quelque chose qui ne marche pas. Ok. C'est comme une recette de gâteau. Si ça ne marche pas à la fin, il ne faut pas hésiter à refaire, juste vérifier que tous les ingrédients sont de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on a toutes les qualités requises pour être entrepreneur, que notre idée tient la route, que nous avons respecté les résultats de notre étude de marché, parce que c'est vraiment une des clés de la réussite. Et bien sûr, suivre la réglementation, choisir le bon statut qui correspond à notre secteur d'activité, c'est très important aussi. OK? Alors, je vous dis bon courage et à bientôt au prochain cours.